Alors, bonjour à tous. Je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir donné cette opportunité pour parler de la radiothérapie dans le traitement des tumeurs hypothalamo-hypophysaires de l'enfant. Il y a deux problématiques en fin de compte. Il y a la radiothérapie des tumeurs proprement dites de la région hypothalamo-hypophysaire. Donc, il y a deux problématiques. On a l'irradiation des tumeurs proprement dites de la région hypothalamo-hypophysaire et il y a les irradiations autres qui impliquent l'irradiation de la région cellaire et supracellaire. Donc, environ 30% des enfants qui présentent un cancer reçoivent une radiothérapie dans leur traitement initial. Les tumeurs cérébrales de l'enfant représentent la tumeur solide la plus fréquente, ça a été dit dans la présentation du professeur Gachi, chez l'enfant, et l'indication la plus fréquente de radiothérapie pédiatrique. L'augmentation de la survie des enfants et des adolescents traités pour un cancer a abouti à l'augmentation du nombre d'enfants concernés par les possibles effets tardifs de la maladie et des thérapeutiques reçues, chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Donc, c'est des complications au prix de la guérison. Les tumeurs hypothalamo-hypophysaires représentent entre 3 et 5% des tumeurs cérébrales chez l'enfant. Les types histologiques les plus fréquents, ça ne reste qu'on reçoit en radiothérapie où il y a une indication, c'est bien les craniopharyngiomes, les gliomes et les germinales. Leur localisation complexe, proche des structures critiques comme le nerf optique et le chiasma en matière de radiothérapie, qui fait problématique, mais pour ces trois localisations, la dose n'est pas très importante, donc c'est gérable en matière de radiothérapie. Donc, cette complexité complique la prise en charge en radiothérapie. Et l'objectif principal de la radiothérapie est d'assurer un contrôle tumoral efficace tout en minimisant les séquelles à long terme, notamment sur les fonctions endocriniennes et neurologiques. Donc, pour l'indication de radiothérapie, la radiothérapie elle a une efficacité démontrée pour certaines tumeurs cérébrales de l'enfant, au prix de séquelles, surtout auparavant avec les anciennes techniques. Et on a aussi la difficulté de la mise en place d'anesthésie générale pour les enfants en bas âge. Donc l'indication de radiothérapie, elle est posée dans le cadre d'RCP, tout en pesant l'efficacité, la toxicité et les séquelles. Ces indications, ça a été abordé au cours de la présentation du professeur Gachi. Donc systématiquement, sont principalement les tumeurs gliales de haut grade, le gliome diffus du tronc cérébral, les méduloblastomes, les épendymomes, les tumeurs germinales. Plus rarement, les gliomes de bas grade et le craniopharyngiome. On a parlé de la deuxième partie de l'irradiation du parenchyme cérébral pour des pathologies non cérébrales, comme les irradiations des rechutes méningées des leucémies. Donc, on a une irradiation crânienne on inclut les deux vertèbres C1 et C2. Et on a les irradiations des tumeurs de la sphère ORL et orbitale. Donc, pour l'irradiation des tumeurs de la sphère ORL, prenons l'exemple du cavum de l'enfant. Donc, l'enfant, il reçoit une dose d'à peu près 70 degrés, allant jusqu'à 66 à 70 degrés, avec la selle turcie qui est dedans. Donc, c'est à cause de ça que tout à l'heure, on avait parlé de la problématique du craniopharyngium. Donc, la dose n'est pas très importante, c'est 54 degrés, donc c'est gérable. Donc, ces irradiations de la sphère ORL et orbitaire sont des sources d'irradiation du parenchyme cérébral et par conséquent, sources d'effets secondaires. Donc, les tumeurs gliales de bas grade, ça a été abordé pour les indications. Donc, la place de la radiothérapie, c'est à la rechute. C'est bien codifié actuellement. Donc, l'indication de la radiothérapie commence à disparaître au prix de la chimiothérapie. Donc, on est sur des traitements de rattrapage. Pour les tumeurs, on peut être en deuxième ligne. Pour les tumeurs de bas grade, ça a été abordé au cours de la présentation du professeur Gachi. De haut grade, elle est systématique, c'est comme chez l'adulte, c'est le schéma Stroop, donc c'est une RCC, radiothérapie, chimiothérapie concomitante, à la dose de 59,4 degrés, donc c'est 60 degrés à peu près en matière de radiothérapie, donc c'est une dose qui est plus importante que le craniopharyngium. Toujours, donc, moins de 3 ans, on privilège la chimiothérapie, plus de 3 ans, c'est des schémas comme chez l'adulte. Le gliome infiltrant du tronc cérébral, c'est une alternative thérapeutique à la radiothérapie parce qu'on n'a pas de traitement pour le gliome du tronc cérébral. Donc, on fait des irradiations du gliome du tronc cérébral, des IPG. On va voir l'expérience du CPNC qu'on a un nombre très important sur les tumeurs cérébrales. Donc, on a aussi abordé l'intérêt de la biologie moléculaire pour rechercher les mutations, pour prédire des mutations et aussi pour au moins proposer des traitements spécifiques.
Donc, en matière de gliome, pour récapituler, donc les tumeurs malignes de haut grade, c'est chimioradiothérapie concomitante. Tumeurs bénignes, c'est du rattrapage ou à la rechute. Donc, les tumeurs germinales malignes, ça a été abordé aussi. Donc, l'attitude qu'on suit à notre niveau, donc déjà au diagnostic, actuellement, il ne faut pas s'acharner à avoir des biopsies. Si on a des marqueurs qui sont positifs, donc on passe au traitement systématiquement. Si on a les lésions bifocales supracellaires épinéales, c'est pathognomonique d'un germinome. Si ce n'est pas sécrétant, donc c'est un séminome. Donc on passe au traitement de cure de chimiothérapie suivi de radiothérapie. La radiothérapie, on va la voir au cours de comment la réaliser. Le bilan, ça a été dit, il doit inclure l'étude des marqueurs sur le sang et le LCR avec une IRM cérébromédulaire initiale, parce que des fois, on a des diagnostics sur des métastases médulaires et c'est toujours, on est dans une visée curative parce qu'on arrive à irradier les germinomes parce que la dose, elle n'est pas très importante. Donc, à des doses de 24 Gray, 40 Gray, on peut stériliser les germinomes. Le bilan général, c'est systématique, bien sûr. Le bilan endocrinien, il est obligatoire, ophtalmologique et neurologique. La chirurgie, sauf s'il y a hypertension intracrânienne pour dérivation ou il y a ventriculocystérnostomie. Si on a dit les marqueurs positifs, pas d'indication de biopsie. Si image bifocale, pas de biopsie. Si dans les autres cas, il faut qu'il y ait une biopsie pour faire le diagnostic différentiel avec les autres tumeurs non germinales. Donc pour le traitement, l'attitude actuelle comprend, donc il y a plusieurs études qui ont confirmé. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait quand c'est un séminome pur? Donc c'est une irradiation ventriculaire totale, whole ventricle irradiation, à la dose de 24 Gray, avec un boost sur le reliquat post-chimiothérapie après 2 cures de chimiothérapie. Les irradiations de l'axe cérébrospinal sont abandonnées au prix de la chimiothérapie, sauf pour les cas métastatiques, on fait systématiquement une irradiation cérébrospinale. Pour les sécrétants, donc ce n'est pas des séminomes qui sont purs, on vérifie après chimiothérapie, on peut arriver à des boosts jusqu'à 54 degrés sur le reliquat. Et pour les tumeurs non séminomateuses, on fait 54 degrés et après on fait une évaluation par IRM et on les propose en chirurgie, en post-radiothérapie. C'est l'attitude qu'on suit actuellement. Donc toutes les décisions de tumeurs cérébrales chez l'enfant, elles sont prises au cours de la RCP de neuro-oncopédiatrie. Donc c'est ce qui a été dit. Arrivons à la troisième localisation, la plus fréquente en matière de radiothérapie sur la région hypothalamo-hypophysaire, donc le crânio-pharyngium. Le crânio-pharyngium chez l'enfant, donc c'est le plus fréquent, c'est l'adamantin, c'est l'exclusif. Et pour l'attitude thérapeutique, pour nous, il n'y a pas de problématique de radiothérapie. Techniquement, on dit protonthérapie. Protonthérapie, elle a le même effet que la radiothérapie externe. Sur le plan radiobiologique, c'est des cas sur double brand de l'ADN. Donc sur la tumeur, on arrive à l'avoir. Mais on a ce qu'on appelle l'effet différentiel du tissu sain qui permet la repopulation. Donc proton, photon, c'est équivalent. Sur la tumeur, ce qui reste, c'est Je vais passer à la technique de radiothérapie comme ça, parce que pour l'indication, ça a été abordé en long et en large le matin. Je passerai à la technique, qu'est-ce qu'il y a de différence. Donc, intérêt des protons, explication de la balise, qu'est-ce qui se passe en fin de compte. Donc, sur la tumeur, on a la même dose. On est équivalent proton, électron, n'importe quel type de photon. Donc, on vise des cas sur double brand de l'ADN. La repopulation du tissu sain, ça prend du temps. Donc, la tumeur bénigne, elle se comporte de cette manière. Les effets secondaires, les protons déposent leur dose, mais ce n'est pas une curithérapie. Il y a du tissu sain qui est irradié. Parce qu'en premier vient la curithérapie, quand on dépose directement les rayons en contact de la tumeur. Donc, les protons, on a moins de distance sur les tissus sains. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, donc 54 degrés, c'est gérable. Même en VMAT, c'est gérable. Pour le corps d'homme, oui, chez l'adulte, donc le corps d'homme, on n'arrive pas à arriver. Pour les ORL, on arrive à des doses de 70 degrés sans aucun problème, en épargnant le chiasma, aucun problème. Donc, quelle technique? On va faire une comparaison. Ça, c'est sur la littérature. Donc, c'est ça ce que donne une dosimétrie de protonthérapie. Donc, on est très limité. Ce qui est en rouge, c'est la dose prescrite et ça va vers le bleu jusqu'à la disparition. Donc, la protonthérapie, elle est supérieure à l'IMRT. Je l'ai dit, donc, les tumeurs sont traitées de la même façon. La diminution de la dose intégrale reçue, moins de toxicité sur les tissus péritumoraux, moins de doses globalement reçues, moins de risque de second cancer théorique, parce que le second cancer théorique reste à confirmer.
Et chez les enfants de bas âge, donc effet neurocognitif tardif, effet vasculaire tardif et détérioration de la qualité de vie et les déficits hormonaux. Même en protonthérapie, on peut avoir ces effets secondaires, parce qu'après, autour de la tumeur, on a eu la même dose. Quelle balistique? Donc, sur l'IMRT, parce que quand on aborde protonthérapie, IMRT ou VMED, ça reste comme les techniques chirurgicales, les voies d'abord, c'est pareil. Donc, le radiothérapeute, il a décidé avec les moyens qu'il a. Actuellement, en Algérie, personne ne fait la radiothérapie 2D. Pour vous dire, sur tous les plateaux techniques, le minimum, c'est la radiothérapie 3D conformationnelle. L'IMRT dans quelques centres et la VMED dans quelques centres. La différence, on a l'IMRT planaire et non coplanaire. C'est des arcs qu'on peut bouger les tables en même temps, donc ça nous évite, c'est une technicité, donc mais le rayon reste le même et l'effet biologique reste le même. Donc dans notre service, on utilise les deux techniques c'est au cas par cas. Voilà qu'est-ce que ça donne la balistique si on est c'est par rapport aux hippocampes. Donc ça permet une épargne par rapport aux effets cognitifs. Donc ça a été confirmé par des études. Donc, qu'est-ce que ça donne comment dirais-je, c'est en IMRT, la distribution de doses. Ce qui est en rouge, c'est la dose de 54 Gray, ce qui est en bleu, ça va être aux alentours de 10 Gray à peu près. Donc, on est très limité actuellement en matière de radiothérapie. Le processus de radiothérapie chez les enfants, il ne passe pas par une radiothérapie. L'enfant, il n'est pas là, il fait sa radiothérapie. Donc, on doit préparer les enfants et l'entourage. Puis, il passe en simulation. Puis, il y a le déroulement de la séance. Puis, les effets secondaires possibles. Au niveau de la région hypothalamo-hypophysaire, on reçoit déjà des malades avec des complications. Donc, ce n'est pas les complications de la radiothérapie. On sait tous qu'il y a des diagnostics tardifs. Donc, après, on a une évaluation pré-radiothérapie systématique, ophtalmologique et endocrinienne et neurologique. Donc, dans la plupart du temps, on a déjà des effets qui sont dus à la tumeur. Donc, la préparation, il n'y a pas de particularité chez l'enfant, sauf s'il est à moins de 5 ans. Au niveau de notre service, on ne fait pas d'anesthésie générale, donc on les adresse. Mais quand il a plus de 5 ans, il nécessite une immobilisation. Donc, actuellement, tous les services de radiothérapie sont dédiés, de scanners dédiés à la radiothérapie. Donc, l'immobilisation, c'est des techniques qui sont très courantes sur tous les plateaux techniques de l'Algérie. Donc, ceci fait une photo de ce qu'on fait en radiothérapie. Voilà. Et après la fin de la radiothérapie, on recherche les effets secondaires immédiats. Nous avons la fatigue, la radiodermite, l'alopécie réversible, des nausées, des changements d'appétit. On les traite, on fait des consultations hebdomadaires des enfants traités par radiothérapie. Et on recherche les effets tardifs, bien sûr en collaboration avec nos collègues oncopédiatres, endocrinos, de toute l'équipe qui participe à la décision de la RCP, à la recherche d'effets de troubles neurocognitifs, de troubles endocriniens et de problèmes de croissance ou de développement. Les facteurs de risque de séquelles neurocognitifs dépendent essentiellement de la localisation de la tumeur, on le sait tous, l'âge de l'enfant au moment du diagnostic et des traitements reçus, en particulier la radiothérapie, mais on sait tous que l'association des 3 traitements fait plus d'effet que si c'est un seul traitement. Le suivi post-radiothérapie, il est essentiel, donc c'est systématiquement une IRM cérébrale, un bilan hormonal, évaluation neurocognitive et consultation ophtalmologique, bien sûr en collaboration dans le cadre d'un calendrier avec nos collègues des autres spécialités. Notre expérience au service de radiothérapie Centre Pierre et Marie Curie, Alger. Donc, nous avons fait une étude sur l'année 2022 sur un total de 1792 patients traités entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Nous avions 103 tumeurs pédiatriques, soit 5% de l'incidence. Et sur ces 103, nous avions 39 tumeurs cérébrales, donc ça représente 37,9% des tumeurs pédiatriques, et 5 tumeurs de la région supracéllaire, soit 12,8% des tumeurs cérébrales de l'enfant. Sur 5 tumeurs, on avait 2 gliomes, 2 germinums et un crâniophryngien. Donc c'est vraiment rare sur les tumeurs cérébrales, parce que le CPMC, c'est un centre qui recrute beaucoup de tumeurs pédiatriques, donc ce n'est pas aussi fréquent que ça. Parce que l'indication de la radiothérapie, il y a une désescalade en radiothérapie, surtout pour les crâniopharyngiens. Pour les germinums, ça reste toujours une indication. Et pour les gliomes, il y a eu une désescalade par rapport à la chimiothérapie pour les bas grades. Donc, on avait une prédominance masculine, donc 60% de garçons et 40% de filles, avec 2 pics à l'âge de 6 ans et un deuxième à l'âge de 10 ans. La localisation, donc on avait une majorité de méduloblastome,
parce que là, il y a l'indication de radiothérapie le plus. Ça vient après, le tiers, c'était méduloblastome, mais le deuxième tiers, c'était des gliomes du tronc cérébral, des DIPG, sans preuve histologique. Et après, le reste des pathologies, ça fait un tiers. Le type histologique le plus fréquent, c'était les DIPG, suivi par le méduloblastome. DIPG, ce n'était pas des diagnostics histologiques purs, c'était sur imagerie. La plupart, c'était sur imagerie. Nous avions un seul craniopharyngiome sur la série et j'ai dit 2 gliomes. Pour la chirurgie, on avait sur 40% à peu près, il n'y avait pas de chirurgie. Ce bleu-là, c'est les DIPG, c'est les gliomes diffus du tronc, donc les irradiés sans preuve histologique. Et plus de 50%, donc 56%, ils avaient bénéficié d'une exérèse. Et 8%, ils ont bénéficié d'une biopsie. Le type de radiothérapie. Donc vous voyez, 46%, c'est des associations radiothérapie 3D plus VMAT. Pourquoi? Parce que pour le méduloblastome, l'irradiation de l'axe cérébrospinal, on l'a fait en 3D. Après, on fait le boost de la fosse cérébrale postérieure en VMAT. Donc nous avons seulement 5,1. Pourquoi d'IMRT? Parce que la différence entre IMRT et VMAT, dans notre service, la VMAT, elle est très répandue, donc on est très à l'aise en VMAT. Les IMRT, on les fait pour quelques cas. Donc, et la radiothérapie 3D commence à disparaître des indications. Elle est généralement pour les gliomes diffus du tronc très avancés quand on fait des schémas hypofractionnés. Donc la VMAT est devenue la technique standard de traitement des tumeurs cérébrales de l'enfant. Là, je vais illustrer l'expérience par un cas clinique. Ce n'est pas de la région supracellaire ou cellaire, mais c'est un germinome qui a été irradié sans preuve histologique de la pinéale, mais qui va bénéficier d'une irradiation ventriculaire totale. Je vais vous donner à peu près ce que ça donne en réalité. Donc, c'est un enfant âgé de 8 ans, adressé pour prise en charge d'une tumeur germinale, en faisant des antécédents. Donc, il remontait à 2000. Donc, il n'y a pas de particularité sur la clinique, il a été évalué. Pas de preuves. Les marqueurs négatifs. L'IRM retrouve un processus tumoral de la loge pinéale qui mesurait 48. Donc déjà, pour la stéréotaxie, on ne fait pas quand c'est plus de 3,5 cm, on passe à des techniques de radiothérapie VMAT. Alors, il a bénéficié d'une biopsie après parce que les marqueurs étaient négatifs, il n'y avait pas les 2 lésions. Puis, on a refait une IRM. Il a bénéficié de 2 cures de chimiothérapie VPCS carbo, puis une évaluation. Donc, il y a une réponse de plus de 50%. Donc, nous avons indiqué chez ce patient une radiothérapie VMAT à raison de 1,6 Gray par séance. La particularité dans le germinome, on est à des doses moins par rapport aux autres tumeurs, parce qu'il est très radiosensible. Donc, l'irradiation ventriculaire à la dose de 24 Gray, suivie avec un boost de 54 Gray. Donc, qu'est-ce que ça donne sur la vraie vie de la radiothérapie? Ça, c'est une fusion d'images avec IRM. Donc, on utilise les CD-IRM pour délimiter les endroits où on va irradier la tumeur et ses extensions. Ce qui est en bleu, c'est l'irradiation ventriculaire. On coupe bien sûr 2D. Donc, qu'est-ce que ça donne en 3D? Donc, c'est une reconstruction de tous les organes en 3D au haut de l'image. Donc, c'est ça, une séance de simulation. Donc, voilà. Ceci, c'est une dosimétrie VMAT. Donc, vous voyez la dose de 10 Gray, c'est le bleu. Et la dose de 55 Gray, c'est la rouge. Donc, vous voyez à peu près comment est-ce que la radiothérapie a évolué. On va faire quand même une comparaison. Pour ce patient, il a été traité en VMAT, mais quand même, on a fait 3 plans de traitement pour faire une comparaison. Donc, ceci est une irradiation 2D. Donc, vous voyez, on a le tunnel rouge, si on l'avait pris en 2D. Et ceci, c'est une comparaison, donc VMAT, 3D et 2D. Donc, vous voyez comment ça conforme la tumeur. Le 54 Gray, vous le voyez ici, donc le bleu, il est éparpillé tout autour. Donc, là, il y a un gain en matière de dosimétrie. Ça, c'est un craniopharyngiome qui a été irradié durant l'année 2022. L'indication, elle a été posée en RCP. Donc, vous voyez actuellement en radiothérapie, en VMAT, qu'est-ce que ça donne l'irradiation d'un craniopharyngiome. Donc, le rouge qui est en 54 Gray. Donc, on est très limité sur la région cellaire et supracellaire. Donc, ceci était un gliome supracellaire aussi. Donc, il a été traité aussi en VMAT dans notre service. Alors, ça, c'était l'expérience dans ce service. Donc, pour conclure, la radiothérapie chez les enfants est une procédure complexe qui nécessite une préparation minutieuse et une prise en compte des effets secondaires potentiels. Des progrès techniques considérables
ont été effectuées ces dernières années. La place de la radiothérapie doit être rediscutée pour des enfants actuellement non irradiés par crainte de séquelles inacceptables. Je vous remercie pour votre attention.